Bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui particulière en ce qui concerne le cinéma français et ce que je pense et ce que je vois au travers de ce cinéma français. Et pour moi, il y a une formule qui résume assez bien ce qui est devenu une bonne partie du cinéma français. Pour moi, il s'est hollywoodisé dans ses mœurs et soviétisé dans ses moyens de production. Ça veut dire que d'un côté, vous avez récupéré le star system, l'entre-soi, les réseaux, les cérémonies mondaines, les rapports de pouvoir, les vedettes, évidemment, qui se transforment en autorité morale et qui viennent expliquer au reste de la population comment il faut vivre, penser, voter, accueillir, consommer, se comporter. Et de l'autre, vous avez construit autour de tout ça une gigantesque architecture administrative de commissions, de fonds, d'avances sur recettes, de bonus, de chaînes publiques, de collectivités territoriales, de dispositifs institutionnels destinés à orienter, soutenir, protéger la production. Donc c'est Hollywood dans les mœurs et le Gosplan dans le financement. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que tout ce petit monde continue à se vivre comme une contre-culture, certains même comme des rebelles, des dissidents, des révolutionnaires, jusque dans la façon de se comporter. Moi, je me souviens en 2013 quand il y a eu ce film d'Abdelatif Kechiche qui est sorti avec comment s'appelaient ces deux nanas, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. C'est un film qui est sorti pile au moment manif pour tous, je sais quoi, donc il y avait déjà ce biais politique au travers du cinéma. Cinéma d'État. Festival de Cannes, les Césars et les machins et les trucs. Et ces deux nanas sont arrivées, évidemment, sur Canal+, voilà, qui finance massivement le cinéma, il n'y a rien de subversif là-dedans, dans la boîte à questions, bon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la boîte à questions, la petite boîte là, avec le buzzer, et ils répondent à des questions que les gens posent, bref. Et donc il y a quelqu'un qui avait demandé « Que diriez-vous à Christine Boutin ?» Et puis dans sa vulgarité intrinsèque, qu'elle a toujours d'ailleurs, parce que je la trouve ultra vulgose, il y a 13 ans, Adèle Exarchopoulos, ça fait un doigt, Christine Boutin, hein, tu vois, bon. Alors que Christine Boutin, techniquement, c'est quand même une catholique de pacotille. Catho, Vatican II, en plus, on est quand même loin de Nicolas du Chardonnay. Donc dans tous ces domaines-là, on a des formes de caricature. Donc que ce soit du côté catholique, machin, ce sont déjà des caricatures d'eux-mêmes qui sont singées par des caricatures de révolutionnaires rebelles d'une soi-disant contre-culture qui font partie intégrante du système et qui sont financés par le cinéma d'État, avec des acteurs et des actrices également qui viennent de tout ce délire-là de diversité, etc., qui jouent les rebelles, alors qu'ils ne sont absolument pas rebelles, ils sont juste vulgaires à un point pas possible. Qu'auriez-vous de dire à Christine Boutin? Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement, celle frustrée de la fouf. Et donc, on a tous ce petit monde-là qui se prend pour des résistants alors qu'ils sont complètement subventionnés. Donc on va commencer par quelques chiffres qui permettent de comprendre qu'on parle pas de 3 cinéastes expérimentaux auxquels on aurait une mairie qui aurait donné 5 000 € pour tourner dans une grange. On est loin de ça. Nous avons les chiffres. En 2025, on a 290 films qui ont été agréés en France. Sur ces 290 films, vous en avez 228 qui sont d'initiative française. Investissement pour tout ça, 1,37 milliard d'euros. Le CNC indique lui-même que les financements publics représentent 27,5% du financement des films d'initiative française. Et quand on arrive à Cannes 2026, c'était là au mois de mai-juin, on a le même CNC qui annonce avec fierté, parce qu'ils adorent la fierté en plus, que 69 films français ou coproduits avec la France, présents
dans les différentes sélections ont été soutenus par lui. Regardez ce document, Cannes 2026, 69 films illustrent toute la diversité des œuvres soutenues par le CNC. Donc on est bien devant un système, et ce système possède quelque chose finalement d'assez français, parce qu'il parvient à finalement institutionnaliser la contestation elle-même. Donc on produit avec l'aide de l'institution, on passe par des commissions institutionnelles, on monte les marges du plus grand festival institutionnel du pays, éventuellement si on peut obtenir des petites récompenses professionnelles, et une fois devant le micro, comme toutes ces actrices un peu en perte de vitesse, qui font un film subventionné et qui, sur la grande estrade, que ce soit les Césars ou ces merdes-là, c'est exactement pareil, on retrouve la posture du résistant qui vient courageusement dénoncer l'ordre établi. Donc on parle des difficultés pour les femmes en Iran, on vient te parler des prisonniers en Algérie, on te parle de l'immigration, des violences policières, du patriarcat, du capitalisme, bref, toutes ces merdes-là qu'on entend depuis 30 ans dans la bouche de tous ces gens qui se pensent dissidents alors qu'ils ne le sont absolument pas, quoi. Et moi, quand on a ces types, ces gens qui viennent te dire, qu'ils viennent dénoncer l'ordre établi, j'ai envie de demander, mais quel ordre établi ? À partir du moment où l'ordre établi vous finance, vous sélectionne, vous invite, vous récompense et retransmet en plus votre discours, faut peut-être envisager l'hypothèse assez désagréable sur laquelle vous êtes devenu l'ordre établi. Et Cannes est à cet égard assez fascinant, puisque chaque année, on a ces gens qui se pavanent au Majestic à Cannes, donc dans le luxe, les palaces, les grands groupes, les marques, Dior, je sais pas quoi. Tous les producteurs sont là, les Spielberg, les Hollywood, les chaînes de télé, Canal+, qui pendant 2 semaines va mettre son plateau là-bas, le grand journal, inviter Stallone et les trucs comme ça. Les institutions publiques, des acteurs millionnaires, ne sais plus quoi en foot, les robes qui valent je ne sais combien mois de SMIC, et au milieu finalement de cette immense cérémonie bourgeoise, on a quelqu'un de ce monde-là qui dort au Majestic, qui a été financé par Canal+, et toutes ces merdes-là, qui est sans doute maqué, comme c'est le cas pour beaucoup de nanas, avec soit le réal, soit le chef opérateur, ou le mec du son, parce qu'en général c'est un peu ça, c'est toujours les mecs qui traînent autour. Si c'est pas le réal, c'est le producteur, et si c'est ni le réal ni le producteur, c'est tout de suite derrière le chef op, ou le chef décorateur, ou voilà. Donc voilà, il y a toujours ce petit cercle assez fermé de réseautage, et donc on a une nana qui est sans doute qui s'est sans doute tapé 3 réals, 2 producteurs pour réussir, qui est marié depuis 20 ans avec le chef op ou le chef déco, qui dort à Cannes, qui a une robe Dior, qui se pavane sur tous les plateaux télé depuis 30 ans pour raconter sa merde finalement, mais on l'écoute parce qu'elle a fait le film, mais sinon elle aurait bossé en caissière au Monoprix, tout le monde se serait battu les couilles de son discours. Et ces gens viennent expliquer avec beaucoup de gravité qu'il faut renverser les dominations. On nous prend pour des cons. Parce que cette petite révolution-là, elle est particulièrement confortable, et je vais vous dire pourquoi. On entend souvent parler d'artistes engagés, elle est engagée dans, je sais pas quoi. En général, l'engagement va jamais au bout de la vie. L'engagement de résistants dans la Seconde Guerre mondiale et l'engagement aujourd'hui de ces pseudo-résistants de contre-culture qui font partie de l'ordre établi, qui viennent te parler de migrants, de patriarcat, de capitalisme, du lesbianisme, il y a rien de enfin je veux dire, c'est devenu tellement banal. Tu ne mets pas ta vie en France au bout de tes propos pour parler du lesbianisme ou je ne sais quoi. Enfin,
cette figure-là me dérange particulièrement, l'artiste engagé. Donc ça veut dire qu'on ne demande même plus à un sculpteur d'être bon en sculpture, d'un peintre à faire des belles peintures. On ne demande même plus finalement à un acteur ou une actrice d'être bon acteur. En fait, il faut que cette actrice nous explique la guerre, ce qu'est l'immigration, l'écologie, la sexualité, le féminisme, les droits humains, et pourquoi pas, j'en sais rien, la réforme des retraites si le buffet est pas encore ouvert, avec les petits fours et les machins. Prenez par exemple Juliette Binoche. C'est l'exemple qui me vient en tête tout de suite. Lorsque Cannes l'a choisie comme présidente du jury en 2025, la présentation officielle du festival ne se contente pas de parler de sa carrière. Ça valorise explicitement ses engagements concernant l'éducation, l'immigration clandestine, les droits humains en Iran, les mouvements MeToo. Il y a le mot patriarcat qui a dû ressortir 2-3 fois, voilà. Et lors de la cérémonie d'ouverture, elle a évoqué notamment Gaza et la mort de la photographe Fatima Assouna. Je sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je vais vous mettre un extrait du discours là, parce que... Guerre, misère, dérèglement climatique, misogynie primaire, les démons de nos barbaries ne nous laissent aucun répit. Alors évidemment, cette dame, elle pense ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Voilà. Mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la transformation de cette prise de parole en capital moral. Parce qu'il existe une différence entre défendre une cause et payer personnellement le coût de la politique que cette cause implique. Dire qu'il faut accueillir davantage de migrants lorsque vous êtes une personnalité extrêmement favorisée, c'est pas du tout la même chose qu'organiser matériellement l'accueil. En supporter les conséquences locales, trouver les logements, les structures, les budgets, etc. et vivre soi-même avec les résultats de la politique demandée. Eux ne vivent pas ça, ils sont dans le 6e à Saint-Germain. Dans 100-150 mètres carrés, avec une femme de ménage. Voilà. Et donc, le discours engagé moderne, il possède une particularité remarquable. C'est tout simplement le fait d'engager principalement la personne à produire le discours, mais ensuite, ce discours engage les autres à en assumer les conséquences. C'est comme pour l'impôt. Il faut aider les migrants, je sais pas quoi. Mais pour ça, il faut de l'argent. Donc, pour faire ce que nous, on a envie, et comme on n'a pas envie de payer, on va taxer les riches pour payer la migration. Et pour payer plein d'autres trucs, hein, c'est la cantine scolaire, la télé, tout n'importe quoi. Donc on obtient le bénéfice moral de la générosité avec un coût personnel particulièrement limité. Et surtout, où est la subversion ? Encore une fois, défendre les migrants, les LGBT, MeToo, l'écologie, sur une scène du festival de Cannes 2024, 2026, 2025, 2027, 2030, 42, 45, 2228 si vous voulez. Ça peut être sincère, mais présenter ça comme une dissidence courageuse, ça révèle l'impérieux renversement du réel, parce que lorsque vous avez le festival qui lui-même met ses engagements en avant, qu'il y a depuis 2013 des films où il y a partout un trans, une lesbienne, un handicapé, un gay, un migrant, un truc sur l'écologie, une femme battue, voilà, toutes les diversités auxquelles vous pouvez penser. Que la salle applaudit même et que l'ensemble du milieu culturel partage ces références. On est quand même loin de Solzhenitsyn, qui fait sortir clandestinement un manuscrit d'Union soviétique. Hein. On est devant quelqu'un qui dit au micro ce que la salle est précisément venue applaudir, et au-delà d'applaudir, comprend
et acceptent votre discours depuis 20 ans. Je peux faire la même chose pour Corinne Maziero, Capitaine Marlowe, là, sur France, je crois que c'est France 2, France 3, je sais plus. J'ai pas la télé, donc je regarde jamais la télé. Ça fait 10 ans que j'ai pas regardé la télé, j'ai plus la télé, je m'en fous. Mais j'ai vu ce truc-là passer. C'était 2020. Non, en 2020, il n'y a pas eu, je crois, à cause du Covid. Mais ça doit être 2021, alors. Une séquence absolument magistrale où elle arrive pour remettre le César des meilleurs costumes, et puis elle retire progressivement ses vêtements et termine entièrement à poil avec nos cultures, nos futurs inscrits sur son corps pour protester contre la fermeture des lieux culturels pendant la crise sanitaire. Et ben, ça résume parfaitement le paradoxe français. C'est-à-dire que même la rébellion du milieu culturel consiste finalement à monter sur la scène de la grande cérémonie du milieu culturel pour demander au pouvoir politique de mieux soutenir le milieu culturel. Donc c'est une insurrection, mais sous assistance respiratoire publique. Donc on a le révolutionnaire français qui demande même plus qu'on abolisse l'État. Lui, il demande de rouvrir son théâtre et de continuer à financer correctement sa révolte. Et bon, évidemment, on a tous les abrutis qui applaudissent, le courage. Alors, il n'y a aucun courage, le véritable courage, ça aurait peut-être consisté à expliquer devant cette salle que le cinéma français devrait apprendre à vivre sans argent public. Et là, je pense que l'ambiance aurait été largement différente. Parce que justement, on demande du courage et de l'engagement. Quand vous avez toute une salle qui vous applaudit sur un thème, c'est que vous n'êtes pas dissident. Je suis pas sûr, dans mon cas ou dans le cas d'autres ANCAP ou même autres dissidents. Je connais certains dissidents qui ont dû carrément fuir le pays, et puis je suis pas sûr que mes collègues ANCAP soient vraiment applaudis en tous sens par une majorité de personnes. En général, on nous comprend pas, et dès qu'on nous comprend, ou qu'on feint de nous comprendre, on nous traite de fous, de ça marchera jamais, mais non, voilà. Voilà. Donc, en général, si vous voyez une majorité vous applaudir, sachez que vous n'êtes pas dissident. Voilà. C'est un peu l'indice, c'est l'indice qui fonctionne à merveille, finalement. Et on a un milieu qui donne énormément de leçons, mais qui quelque part devrait regarder un petit peu ce qui se passe dans ces loges, parce qu'il y a quelque chose d'assez savoureux dans ce milieu de vouloir à chaque fois déconstruire les rapports de domination, le patriarcat, les violences SEX, machin. Parce que pendant que Cannes et les Césars, machin, font régulièrement la leçon au reste de la société, on a l'Assemblée nationale qui a jugé nécessaire de créer une commission d'enquête sur les violences commises dans le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la pub. Et cette commission a été créée à l'unanimité en octobre 2024. Il y a eu un rapport qui a été déposé, je crois que c'est en avril 2025. Et donc on a eu plusieurs auditions, travaux parlementaires qui évoquent les situations de violence, des rapports de pouvoir, une omerta encore présente dans ces secteurs. Voilà. Donc je vous mets à l'écran la couverture du rapport de l'Assemblée nationale, je crois que c'est le rapport 1248. Vous pouvez aller déjà regarder, hein. Si vous voulez je mettrai les liens en description pour aller checker tout ça. Donc autrement dit, on a le milieu finalement qui a passé des années à expliquer aux Français moyens comment il fallait déconstruire ces rapports hommes-femmes, comment dirais-je, avait en fait lui-même de son côté suffisamment de ménage à faire dans ses propres castings pour justifier plus de 1000 pages d'audition parlementaire. Puis ça date pas d'hier, hein, le cinéma ça a toujours été un milieu donc de réseau, de pouvoir, d'argent, de séduction, où on a quelques personnes qui peuvent décider de la carrière de dizaines d'autres. Et bon, évidemment, il y en a partout. C'est-à-dire que le problème, c'est pas tellement que... parce qu'il existe des êtres humains corrompus dans le cinéma, voilà, mais comme partout. Ce qui devient grotesque, en fait, c'est l'écart phénoménal entre la réalité du milieu et la supériorité morale avec laquelle il s'adresse au reste du pays. Donc avant de venir expliquer à 20 millions de Français comment ils doivent gérer leur rapport de domination, commencez peut-être par regarder ce qui se passe derrière votre propre rideau. Voilà, déjà. Première chose. Et on a l'arrivée, après tout ce réseautage,
de la politique de représentation. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que c'était une hollywoodisation morale du milieu français. Et là-dessus, on a greffé, et ce de manière progressive, une véritable politique institutionnelle de la représentation. C'est même pas caché. Le CNC possède un fonds image de la diversité. Et la mission officielle de ce fonds image de la diversité, c'est soutenir les œuvres contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française dans toutes ses composantes. Ça sent bon, hein, ça encore. Hein. Donc, on a ce dispositif qui mentionne explicitement dans ce fonds image diversité, et quand ils disent représentation plus fidèle de la réalité française dans toutes ses composantes, on retrouve quoi? Les populations immigrées ou issues d'immigration, les populations ultramarines et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve très souvent avec des films sur la banlieue, dans le milieu de la banlieue, la drogue. Si c'est pas ça, c'est le LGBTisme. Si c'est pas ça, c'est le migrant qui débarque. Voilà, il y a un film là avec François Cluzet qui est skipper machin et qui pendant le Vendée Globe ou la route du Rhum ou je sais pas quoi trouve un black dans son bateau, il fait le voyage qui est magnifique, la course avec le migrant, voilà. On a un film avec Vincent Lindon qui est maître nageur, je sais pas où là dans le Nord, à Calais, mes couilles là. Et qui va faire finalement d'un migrant qui est venu à la mer un champion de natation. Enfin, donc on a tous, pareil, on a eu le voyage de Souleymane aussi. Enfin là, il n'y a rien de très novateur ni d'original en fait. Tous les ans, on a au moins un ou deux films sur un migrant. On a un ou deux films avec des handicapés. On a un ou deux films, voire même plus, hein, avec la vie d'Adèle, de lesbienne. On a un film d'Ozon, été 85, voilà, l'amour de vacances de deux hommes. On a, enfin voilà, quoi. Et après on s'étonne que les gens ne vont plus au cinéma. Et à chaque fois, on te dit oui, mais non, c'est parce que le cinéma, c'est devenu trop cher, 12 € l'entrée, ça rebute les gens. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment que l'aspect financier. Hein, c'est un peu comme le tabac, un mec qui veut vraiment fumer, vous aurez beau mettre le paquet à 25 balles, il va le fumer, si vous voulez. Donc, le cinéma, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si vous faites un bon film, bah, si le film est vraiment très très bon, etc., ça posera aucun problème au type de payer 12 balles l'entrée. C'est juste qu'il a aucune envie de payer 12 balles l'entrée pour voir un film sur un migrant. Un film qu'on voit déjà depuis des années, il y en a 3 par an, quoi. Il y a pareil un film avec Guillaume de Tonquédec là, qui s'appelle comment s'appelle cette place des Victoires à Paris, ça s'appelle Place des Victoires. Donc c'est un mec qui se fait piquer son téléphone par un petit Rome ou je sais pas quoi, et puis il le suit dans le camp de Rome pour récupérer son portable, et puis au final il va l'aider, il va l'amener chez lui pour lui apprendre à écrire. C'est sans fin, quoi. Et ce sont les mêmes films. Enfin, il n'y a rien de beau, quoi. Rien de nouveau, quoi. Parce que c'est du cinéma d'État. Et ils ne s'en cachent même pas. Ils ne s'en cachent même pas. Et on a ce fonds qui permet tout ça, qui a été retoqué et renforcé en avril 2026. Voilà, je vous mets à l'écran la page officielle Fonds Image de la Diversité. Allez sur le site, ça vaut le coup, il y a de quoi faire, vous allez rigoler. On a le CNC qui a également mis en place un bonus parité qui permet de majorer de 15% certaines aides à la production lorsque les principaux postes d'encadrement respectent les critères de parité. Donc qu'on arrête de faire semblant. À partir du moment où une politique publique fixe des objectifs de représentation et introduction des incitations financières liées à des objectifs sociaux, la puissance publique n'est plus culturellement neutre. Elle indique de facto ce qu'elle souhaite favoriser.
Donc on peut se demander si derrière tout ça, il n'y a pas des quotas de scénario, où il y a un petit fonctionnaire qui coche son CERFA. Alors dans le film, il faut un migrant, une goudou, un handicapé, il faut un trans avant le tournage. Moi, c'est quelque chose que je me pose vraiment comme question. J'imagine qu'il y a un phénomène plus subtil. C'est créer un environnement dans lequel certaines préoccupations vont devenir institutionnellement valorisées. Et après quelques années, il suffit de regarder les productions pour reconnaître le logiciel. Il y a un film que j'aime beaucoup, qui vient d'un livre que j'aime beaucoup, qui est scandinave. Enfin, le livre est scandinave, je crois qu'il est suédois ou norvégien, je crois. Finlandais, je crois pas, c'est norvégien ou suédois. Mais je crois que c'est suédois. Sur un petit retraité qui habite dans une petite banlieue pavillonnaire, là, depuis pas mal d'années, et en fait sa femme est décédée, et puis il va chercher le moyen, par tous les moyens, de se suicider, et son problème, c'est qu'à chaque fois qu'il tente de se suicider, il y a toujours un truc avec ses voisins. Première étape, c'est le nouveau voisin qui vient dire que j'ai emménagé machin, il lui offre le gâteau, bon, il pense à autre chose. Deuxième fois, il va vouloir le refaire, et puis là, c'est une autre voisine qui revient pour lui demander s'il peut garder ses enfants le temps qu'elle aille faire des combats. Et en fait, c'est un truc assez fermé finalement sur l'ambiance du voisinage machin, et c'est joué par Tom Hanks. Et le type est vachement aigri, dépressif, machin, et je trouve que le film est assez beau, en réalité bien foutu, mais pareil, là-dedans, t'as un personnage, un petit voisin, qu'on voit, dans le film doit faire 1h40, on le voit à 2 apparitions, faire du vélo devant la maison du petit vieux, et dire 2-3 phrases, et dire, bah voilà, je suis trans, je suis truc, machin. Ce personnage-là n'apporte rien au film, et il est même pas dans le livre. T'as pas de personnage trans dans le livre. Donc c'est un personnage qui a été rajouté du livre à la version film pendant 2 minutes. Sachant que le personnage n'est pas dans l'œuvre originale et ne sert à rien. Question, le réal et la production ont-ils eu obligation pour obtenir des subventions de mettre tel et tel personnage ? À partir du moment où vous avez une institution qui verrouille les dispositifs de financement, qui ne vous dit pas que derrière, il y a des règles et des cases à cocher? Si tu n'as pas de personnage comme ça, je ne finance pas ton film. Il y a du politique derrière. On n'est plus du tout dans le culturel, faut arrêter de se mentir, il n'y a plus rien de culturel aujourd'hui, c'est du cinéma d'État. Il y a très peu de films aujourd'hui, j'en connais pas des masses, comparé à l'époque, qui peuvent se distribuer, qui peuvent se produire et se diffuser sans avoir l'aval de toute cette institution de merde là. Nous avons comme exemple, c'est Circuit Parfait, et je pense que ce film, c'est Circuit Parfait, c'est le film d'Avzia Herzik et La Petite Dernière. Vous allez voir, le film est vachement subversif, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça du tout depuis, j'irais 40 ans, hein. Facile. Le film raconte le parcours d'une jeune femme musulmane issue d'une famille pratiquante qui découvre son homosexualité. Pouah, quel progrès! Sa productrice présente le film autour d'une construction identitaire et machin. Bon. Regardons le circuit. Le film, il a reçu plusieurs soutiens du CNC. L'aide franco-allemande, je sais pas quoi. Plus le fonds image de la diversité. Plus aide à la musique originale. Plus avance sur recette après réalisation. Plus aide sélective à la distribution, plus aide à l'édition vidéo. Et ensuite, vous avez Cannes 2025, compétition officielle, prix d'interprétation féminine pour Nadia Meliti, 7 nominations au César 2026, et le film entre parmi les 5 œuvres que 2517 élèves de terminale issus de 115 classes doivent
visionné dans le cadre du César des lycéens 2026. Voilà. Donc en fait, vous avez presque tout le circuit en un seul film. Le soutien institutionnel. Voilà. Il faut faire un film politique dans lequel il y a un handicapé, une lesbienne, une goudou, un migrant, voilà. Une fois que vous avez ça, votre film, il peut être très mauvais, on s'en fout, le message est là. Vous avez derrière le fond explicitement consacré à la diversité. Bah oui, vous avez fait un film sur la diversité, c'est formidable. Donc vous avez le droit à, je sais pas combien de pognon pour faire ça. Ensuite, vu que vous avez fait un film d'État subventionné, que ça parle de diversité, c'est beau, hein. Festival de Cannes. Vous avez le droit à une flopée de récompenses, les trophées, les Césars. Et vous avez en plus le dispositif derrière de l'éducation nationale, où il y aura d'autres rentrées d'argent payées par le contribuable français au travers de l'éducation nationale pour emmener les scolaires voir cette merde. Pour bien expliquer aux jeunes lycéens que c'est formidable d'être goudou et j'en sais rien, quoi. Ou aider les migrants. Ou aider les migrants, voilà, apporter son aide, la solidarité. Voilà. Et après tout ça, on vient encore nous présenter le cinéma comme une forme de résistance aux normes sociales dominantes. Quelle norme dominante? Qui, dans le monde institutionnel du cinéma français 2026, prend un risque et met sa vie au bout de ses propos, risque professionnel, ne serait-ce que professionnel déjà, ne serait-ce que professionnel, en célébrant l'émancipation sexuelle d'une jeune femme musulmane? Personne, hein. Personne, hein. La seule personne qui, ces dernières années, a été persona non grata et dégagée de tout ce réseau mondain, institutionnel, Cannes, machin, c'est Lars von Trier. Lars von Trier, parce qu'il a dit, finalement, vous savez, le petit moustachu autrichien, là, dans les années 30-40, il a dit, finalement, AH, je le comprends, voilà. Et pour le coup, il a été persona non grata, parce que, on va pas se mentir, en majorité, la communauté qui globalement est présente dans le cinéma français, on la retrouve également à Hollywood. Voilà. Donc, vous critiquez la communauté qui, comme d'autres communautés, hein, mais en tout cas ici, est peut-être la plus présente. Enfin, j'aurais pu dire la communauté bretonne pour TF1. Hein. Vous êtes à TF1, vous critiquez la communauté bretonne, vous risquez d'avoir des gros problèmes au sein de TF1. Le cinéma, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que vous critiquez la communauté qui vous finance, ça pose problème. Donc Lars von Trier, persona non grata. Voilà. Et donc, cette... comment dirais-je ? Il y a une morale qui est rentrée là-dedans, et c'est précisément devenu l'un des récits les plus compatibles avec les préoccupations morales du milieu. C'est-à-dire que la transgression française possède son dossier de financement, sa montée des marches et sa fiche pédagogique. On a la même chose avec Dominique Moll, dossier 137. Pareil. Un truc très novateur, vous allez voir, ça n'a jamais été fait, quoi. Le film raconte une enquête de l'IGPN concernant un jeune homme grièvement blessé lors d'une manifestation par un tir de LPT. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Le film a bénéficié d'une avance sur recette avant réalisation. Ensuite, ça passe par Cannes. Arrive le César des lycéens 2026. Pareil, 2517 élèves des 115 classes participantes visionnent les 5 films nommés au meilleur film et choisissent dossier 137 comme lauréat. Et où a eu lieu la remise de prix? Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant plusieurs centaines de lycéens, avec une masterclass de Dominique Moll et Léa Drucker organisée dans le cadre du dispositif de l'éducation nationale. Vous trouvez là aussi la masterclass officielle de l'éducation nationale.
Le mécanisme, il est sous vos yeux. Hein. Production aidée, légitimation festivalière, consécration professionnelle, transmission institutionnelle. Et à partir de quel niveau d'institutionnalisation a-t-on enfin le droit d'appeler ça du cinéma d'État sans qu'on a un espèce de pseudo-critique de Télérama qui fait partie du même système, hein, tombe de sa chaise. Il faut quoi de plus? Il faut que le ministre de la Culture joue le second rôle. C'est sous vos yeux. Et le phénomène n'a rien de nouveau. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vie d'Adèle, mais c'est exactement ça. C'était il y a 13 ans. Abdilatif Kechiche pour La vie d'Adèle obtient la Palme d'Or à Cannes. On a le jury qui est présidé par Steven Spielberg et qui attribue exceptionnellement la palme à Kechiche ainsi qu'à 2 actrices, donc Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Et là, pareil, ça raconte l'histoire amoureuse et histoire de fesses de 2 jeunes femmes. Et on a Christine Boutin qui a énormément critiqué le choix de Cannes, et c'est à ce moment-là, quelques jours plus tard, dans la boîte à questions du Grand Journal, qu'il y a Adèle Exarchopoulos qui lui répond par un doigt d'honneur. Et là encore, on nous vend la scène comme de la provocation. Mais pareil. Qu'y a-t-il de rebelle et révolutionnaire à provoquer Christine Boutin, qui est une caricature du néo-catholicisme de Vatican II qui n'a absolument rien à voir à Nicolas du Chardonnay, hein. C'est une catho Vatican II qui est provoquée ici, sur Canal+, en 2013, après avoir obtenu la Palme d'Or pour La vie d'Adèle. On est loin de prendre le maquis, hein. Vous avez Cannes derrière vous, vous avez Canal+ derrière vous, une très large partie de la presse culturelle qui est derrière vous, et vous faites un doigt d'honneur à Christine Boutin comme si c'était... j'en sais rien moi, comme si vous étiez un résistant dans le maquis, ou je sais pas moi, un type qui se retrouvait face à Philippe Pétain, quoi. Je sais, putain, mais ça me paraît... Enfin, la révolution, elle est déjà passée au service communication. Et 13 ans plus tard, le mécanisme est simplement devenu encore plus visible. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur la nouvelle vague. Et à mon avis, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir plus loin. Et donc, de par cette vidéo à la nouvelle vague, je continue de penser qu'une partie du problème vient de cette rupture. Il y avait auparavant un cinéma français qui était populaire, mais qui, derrière l'aspect populaire, pouvait être extrêmement exigeant sans avoir besoin de mépriser son public. Aujourd'hui, le populaire, ça n'est que ça. Ça n'est que de la singerie d'une partie de la population. C'est que ça. Et globalement, ce qui marche aujourd'hui, on retrouve ça avec Didier Bourdon et Christian Clavier, parce qu'ils font exactement les mêmes films aujourd'hui. Maintenant, ce que fait Christian Clavier, c'est jouer le rôle d'un type un peu raciste. Donc on a eu... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y en a 12 là. Il y en a 12. Et donc pareil, vie de famille, où il y a chacune des nanas qui se met avec un type de diversité différente, un juif, un rebeu, un asiate, un black, hein, voilà, bon. Donc on a ça, après là on a Cocorico 2, 3, 4, 5, je sais pas quoi, où c'est une famille qui se font les tests ADN et qui se rendent compte que cette grande famille blanche catholique, raciste au dernier degré, a des origines de je sais pas d'où. Chiant en fait, chiant à regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Tuches, bon voilà, c'est une famille, pareil, il y en a 4, 5, 6, c'est tellement pauvre en fait le cinéma français aujourd'hui populaire qu'il est devenu tellement merdique qu'on est obligé de reprendre des trucs et les tirer au bout du bout, quoi. Les Tuches, on arrive au 6, là ils sont partis aux États-Unis, après il y a eu les Tuches à Noël en Angleterre, ils ont gagné au loto, ils ont Tuche président, enfin voilà, il y a plus d'idées, il y a plus rien, quoi. Ça ne fonctionne plus, quoi.
C'est verrouillé. Et on se tape des films de merde. Et je reviens là-dessus, qui sincèrement va aller payer 12 € pour voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 12 000 ou Les Tuches 84? Personne. Ça n'intéresse personne. Ça intéresse une catégorie de la population, mais je vous assure que cette catégorie de la population a pas des masses au cinéma. Vous regardez fondamentalement les sorties de films à l'époque, comparé au nombre de la population. Là, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis, là, qu'on sur ces... Allez, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quoi, 2008, Intouchable 2011? Ouais, allez. En 20 ans, hein, il y a eu 2 films qui ont pété les scores. 2 films. En 20 ans. À l'époque, il n'était pas rare de voir La Grande Vadrouille qui, 20 ans après la guerre, il devait y avoir, au bas mot, 45 millions de personnes, donc 20 millions de moins, hein, 45 millions d'habitants. Le film a fait... je sais plus, c'était énorme, hein, je crois que c'était un truc genre... je pense que c'est pas 8 ou 9 ou même 12 millions d'entrées, quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres sous les yeux, mais il me semble que c'était énorme. Donc, on avait techniquement un quart de la population française qui était partie voir La Grande Vadrouille au cinéma. Pas à la télé, au cinéma, se déplacer pour aller voir le film. Citez-moi aujourd'hui un film, en faisant le lien évidemment avec la somme de la population totale. Dites-moi à quel moment, pour quel film aujourd'hui, on a un quart de la population française qui pourrait se déplacer au cinéma. Personne. Et pourtant, des films qui ont fait des grands scores, il y en a eu à l'époque. Hein. Années 60, il y en a beaucoup. Vous regardez, et c'est pareil dans les charts de musique, hein, vous tapez semaine par semaine charts musique, il y avait chaque semaine une centaine de nouvelles musiques. Par semaine. Françaises, américaines, anglaises. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Il y a peut-être, 7 sorties, si ça va bien, il y en a 10. Donc déjà, c'est périclite à mort dans la musique, mais dans le cinéma, il n'était pas rare de voir 2 bons films populaires par semaine. Ou du moins par mois. Peut-être plus par mois. La première semaine, il pouvait très bien y avoir un Louis de Funès qui sort, et 2 semaines plus tard... un Bourvil, et 2 semaines plus tard un Belmondo, 2 semaines plus tard un Delon, ah tiens, et Aventura qui a fait ça. Mais vous auriez pu passer, sans déconner, hein, tous vos mercredis du mois au Cinoche. Aujourd'hui, je connais personne qui va tous les mercredis au cinéma. Ou alors si, mais ce sont des gens que je connais et qui vont au cinéma uniquement le mercredi pour aller au Quartier Latin voir des vieux films sur le grand écran, comme je le fais. Bon, ça fait des années que je suis pas rentré dans un cinéma pour aller voir un film nouveau. Je n'y vais plus. Les seules fois où je vais au cinéma, c'est pour voir sur grand écran des films qu'on appelle du cinéma, hein, et pas du téléfilm. C'était Thierry Ardisson qui disait ça assez bien. C'était sur la chaîne Le Crayon, je crois. Et pareil, de manière très lucide, il avait raison. Il avait dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de refaire encore un film sur les mousquetaires et machin? Il dit, mais c'est de la merde, tout ça. Retour chez maman avec Alexandra Lamy ou je sais pas quoi, où elle retourne chez sa mère à 40 balais, machin. Et il disait ça très bien, mais c'est pas du cinéma. Ils font faire sur grand écran des films qui étaient vus à l'époque comme téléfilms sur TF1 dans les années 80-90. Ce ne sont pas des films, ce sont des téléfilms. Donc ne demandez pas à des gens de vouloir voir quelque chose qui vaut un lundi soir à la télé à la maison, à regarder ça sur grand écran et payer ça 12 €. Et il avait raison. C'est pas du cinéma aujourd'hui. Ce sont des téléfilms.
Et pour revenir à la nouvelle vague, à ce côté populaire, on avait Gabin, Ventura, Belmondo, Delon, Melville, on pouvait avoir du Clouzot, du Verneuil, mais Audiard, Audiard père, hein, parce qu'Audiard fils, voilà, c'est comme Zidi Junior, tout ça, en général, le seul type, je trouve, qui a fait du bon boulot, c'est Bertrand Blier. C'est-à-dire qu'on avait Bernard Blier, Bertrand Blier, où on se rend compte que le fils a pas trop fait de la merde. Le reste, c'est ringard. Claude Zidi Junior, c'est à jeter. J'ai dit son nom tout à l'heure là. Le fils d'Audiard, c'est à jeter. On avait du dialogue, on avait des personnages, on avait des gueules, on avait des Jean Lefebvre, on avait Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort. Je vous dis, Pierre Richard, Depardieu. Toutes les semaines, de 1950 à au bas mot 1980, fin 80, c'est déjà le début de la fin, mais on va dire, allez, on va être gentil, jusqu'à 88, allez, même avant, de 1939 à 1988, vous pouviez très bien voir une fois par semaine un très bon film au Cinoche. Parce qu'il y avait une mise en scène au service d'une histoire. On pouvait produire du cinéma populaire sans transformer le spectateur en élève de sciences sociales. Et au travers de la nouvelle vague, ça s'est progressivement imposé par la sacralisation du auteur-réalisateur. C'est-à-dire du cinéma qui réfléchit sur le cinéma. De la critique qui explique au public pourquoi le film qu'il n'a pas aimé est en réalité une œuvre majeure qu'il n'a pas compris. Et donc, ce serait évidemment mauvais de ma part de dire que la nouvelle vague explique à elle seule 60 ans de cinéma français et de dérive du cinéma français, mais elle a participé à l'installation de ce prestige culturel. Le cinéma légitimé par ceux qui savent, contre le cinéma simplement aimé par ceux qui regardent. Et là-dessus, vous avez l'État français qui a construit autour de ce cinéma d'auteur une architecture de financement et de protection de plus en plus sophistiquée. Et donc on a ces deux phénomènes qui ont fini par se marier merveilleusement bien. On a d'un côté une élite culturelle qui explique ce qu'est le bon cinéma, et de l'autre, on a une administration qui permet de réduire la brutalité du jugement du public. Et au milieu, le contribuable, le diffuseur qui est taxé, le mécanisme de soutien, et le spectateur qu'on viendra parfois éduquer avec les œuvres sélectionnées, jusque dans les écoles. Moi, en 2011, le film que mon école a payé pour aller voir en tant que scolaire, c'était Intouchable. Non pas parce que le film est bon, pas bon, machin, mais dans ce délire-là de caste, d'apprendre au... 2011, j'avais quel âge ? Ouais, fin collège, début lycée. Pour dire à ces... 4e, 3e, j'imagine qu'au lycée ça doit être la même, hein. Comment c'était magnifique pour la diversité de voir un banlieusard pauvre issu de l'immigration, comment dirais-je, aider un plan riche handicapé des beaux quartiers. Alors oui, c'est une histoire vraie, voilà, ça a existé, etc. Bon, ça je réfute pas. Mais l'idée d'emmener des élèves à aller voir ce genre de choses, c'est pas uniquement pour voir la beauté du film, c'est aussi pour faire emmagasiner à l'intérieur l'idée politique sous-jacente.
C'est de l'endoctrinement, quoi, pur et dur, quoi. Sinon, on aurait pu laisser justement l'éducation nationale, par exemple, dire aux parents, bah voilà, si vous voulez emmener votre élève là, c'est un film qui parle de ci, ça, voilà, et laisser les parents décider. Là, c'est, allez, on va tous voir un film. On savait pas trop ce que c'était, et puis on a vu Intouchable. Ah d'accord, c'est toi. Donc jusqu'au bout, jusqu'à la surprise, quoi. On va voir un film sur ah d'accord, ok, je savais pas. Voilà. Donc jusqu'au bout, t'es pris dans le truc, quoi. Bon, qu'on me dise pas que c'est pour la beauté du cinéma. Mais on a remplacé le personnage par la catégorie sociale. C'est ça que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. Parce que c'est ça qui se passe en fait artistiquement, ça a produit quelque chose d'encore plus grave, parce que une partie du cinéma contemporain a remplacé justement le personnage par la catégorie. C'est ce que je vous disais pour les films de Didier Bourdon ou Christian Clavier. C'est-à-dire qu'il ne joue plus le rôle d'un personnage. C'est le rôle de Christian Clavier là-dedans, c'est le raciste au niveau catégorique. Les Tuches, c'est pas juste une famille, voilà, c'est la catégorie sociale d'une famille, enfin c'est les Bidochons, quoi, c'est une famille... oui, globalement, on peut appeler ça des cassos, si vous voulez, c'est Singer, le cassos, en catégorie sociale. Et ce ne sont que des catégories sociales. Vous regardez les films aujourd'hui, il n'y a que des catégories sociales. Intouchable, c'est un black issu de l'immigration des banlieues défavorisées de la capitale face à un blanc riche, catholique, voilà. Donc, on est loin de l'homme avec ses contradictions, sa lâcheté, la grandeur, la noirceur, les désirs, etc. C'est le représentant d'un rapport de domination. Donc on a la femme qui représente le patriarcat qu'elle subit, on a le migrant qui représente l'exclusion, on a le policier qui représente la violence institutionnelle, l'homosexuel qui représente l'émancipation, la personne handicapée, l'inclusion, et en fait vous avez là-dedans tout un panel de personnages qui donnent l'impression d'avoir été écrits, non parce qu'un scénariste avait quelque chose à raconter sur eux, mais parce qu'ils remplissent une fonction morale dans le récit. Pour qu'un film, étant donné qu'il y a ce truc de fond diversité de mes couilles, aujourd'hui, il n'y a plus de création d'histoire. Vous avez un type qui se dit « je ne fais que ça de ma vie ». Pour que ça marche, il faut... Parce qu'ils sont en grande partie payés, non pas parce qu'il y a les recettes du film, mais en général, vous regardez les films, ils ne tiennent qu'avec les recettes. Étant donné que personne ne va au cinéma, ça s'écroule, ils ne gagnent pas leur vie. Donc ils gagnent leur vie uniquement de par les subventions, pas par les recettes. Il y a très peu de... Vous regardez les scores aujourd'hui des films, il y a très peu de films rentables. Ils ne sont rentables que parce qu'il y a les CNC, les aides, le fonds image, les conneries comme ça. Mais en tant que tel, c'est un naufrage. Ils sont tous à perte. Et donc, pour gagner leur vie, ils sont obligés de se plier aux subventions. Et comme il y a des critères, eh ben, pour gagner leur vie, ils n'écrivent plus des histoires. Ils prennent une catégorie sociale et écrivent une histoire autour de ça. Et ça dépasse le cinéma français. Je vous parlais de ce film avec Tom Hanks tout à l'heure, là, Auto. Eh ben, on a ce jeune homme trans qui est rejeté par son père, je sais pas quoi. Le personnage n'a pas de réelle fonction dans le récit, parce que sans ce personnage, est-ce que le héros aurait évolué différemment? Pas vraiment. Il n'apporte pas grand-chose au héros. Mais il y a la présence de ce personnage qui illustre la manière dont le cinéma américain a essentiellement besoin de ces marqueurs de représentation.
Donc on reconnaît le procédé avant le personnage, c'est-à-dire qu'à force de faire de l'art un instrument de représentation sociale, on obtient l'inverse de ce que devrait produire la littérature ou le cinéma. On simplifie le monde au lieu de le rendre plus ambigu. Donc le grand art vous fait comprendre un salaud, il peut vous faire douter d'une victime, il transforme quelqu'un que vous méprisez en être humain, il vous fait sortir de la salle sans savoir exactement quelle morale vous devez en tirer, alors que le cinéma pédagogique, lui, vous donne le corrigé avec le sujet. Et c'est le grand paradoxe français, puisque un milieu gangréné par les rapports de pouvoir et les violences pour avoir suscité une commission d'enquête parlementaire, mais qui continue de distribuer des certificats de moralité au reste de la société, c'est chiant. Un cinéma financé par une architecture institutionnelle très importante, mais qui conserve le narcissisme du rebelle, c'est chiant. Des célébrités multimillionnaires qui montent sur scène expliquer la solidarité, l'égalité, la nécessité d'engager collectivement des politiques dont elles supporteront rarement personnellement le coup principal, c'est chiant. Des fonds publics dont certains objectifs de représentation sont explicitement inscrits dans les critères institutionnels, c'est chiant. Des œuvres aidées, sélectionnées, célébrées, introduites dans les dispositifs scolaires, c'est chiant. Et à la fin, tout ce petit monde explique qu'il lutte contre le système, mais le système, c'est vous. Vous êtes devenu une bourgeoisie culturelle d'État. Et c'est pour ça que j'éprouve une nostalgie énorme quand je revois Gabin. Pas forcément parce que tous les films étaient bons, il y avait évidemment pas mal de navets, mais parce que la société de 1955, certes, n'était pas parfaite, mais parce que Gabin n'avait pas besoin d'arriver à la fin du film pour vous expliquer quelle politique publique vous deviez soutenir. On pouvait avoir un personnage qui pouvait être un salaud sans représenter la masculinité toxique. Une femme pouvait être tragique sans être réduite à sa condition féminine. Un ouvrier pouvait exister sans servir de support à une dissertation sur le rapport de classe, machin, comme les films de Vincent Lindon, La loi du marché, ou encore Guerre, où il joue le rôle d'un syndicaliste, mes couilles. Enfin, on racontait des hommes, on racontait des passions, on racontait des destins, et on cherchait pas à éduquer le spectateur. Il arrivait parfois que le cinéma dise quelque chose de beaucoup plus profond sur la société. Regardez Le Dictateur avec Charlie Chaplin, vous avez tout. À aucun moment on prend le spectateur pour un con là-dedans. Donc oui, pour conclure, je parle de la déchéance subventionnée, parce que le problème, c'est pas uniquement l'existence des subventions, c'est la combinaison de tout le reste. Vous mêlez la subvention avec l'entre-soi, la moralisation, la prétention à la subversion, la politique de représentation, les rapports de pouvoir interne, la consécration institutionnelle et cette conviction extraordinaire que l'administration serait indispensable à la survie de l'art. Ben non, mais moi je veux exactement l'inverse. Moi je veux que le communiste fasse son film communiste, que la militante LGBT, si elle veut, elle fasse son film LGBT, que le catho tradi fasse 4 heures sur la vie de saint Thomas d'Aquin s'il trouve quelqu'un pour payer, que le monarchiste finance son épopée sur Louis XIV, pourquoi pas, et qu'un libertarien produise son film contre l'État, pourquoi pas. Et c'est ça que j'appelle le pluralisme. Le pluralisme, c'est pas une commission publique qui est chargée d'établir la bonne diversité. On peut avoir des gens différents qui utilisent librement leur propre argent pour produire des œuvres différentes. Et c'est à ce moment-là que le cinéma français va retrouver quelque chose qu'il a progressivement perdu. Comme pour les émissions de télé d'ailleurs. Le risque de déplaire, d'échouer, de ne pas être sélectionné, de devoir convaincre un public, le risque de faire véritablement quelque chose de subversif et pas du faux subversif. Parce que être applaudi à Cannes après avoir récité exactement les valeurs de Cannes, c'est pas être résistant. C'est juste être un bon élève.